La forêt est un milieu d'une richesse exceptionnelle. Véritable poumon pour notre planète, la forêt a été et est encore une ressource importante pour l'être humain. Au fil des siècles, la forêt nous a permis de nous nourrir, de nous réchauffer, de nous abriter. Aujourd'hui, les utilisations de la forêt ont évolué. Maintenant, la forêt ne sert plus uniquement les besoins de base. Nous utilisons les forêts pour le bonheur, le bien-être et le calme qu'elles nous procurent lorsque nous nous y trouvons. Le milieu forestier est aussi un lieu de divertissement. Nous pouvons y faire la cueillette de fruits sauvages, nous y balader ou simplement y observer la faune et la flore. La diversité des ressources permet à tous d'y trouver un intérêt. Toutefois, l'intérêt économique demeure l'un des plus importants. Le Québec s'est développé en grande partie grâce à l'exploitation forestière. Pendant plus d'un siècle, la grosse industrie forestière dominait la récolte du bois. Peu à peu, les producteurs de bois privés se sont joints à l'effort de récolte et de production. De nos jours, il n'est pas rare de voir de jeunes investisseurs à la recherche d'une terre forestière dans le but de produire du bois. Nous nous rendons à Saint-Frédéric-de-Beauce, où Guillaume Gagné est en train d'établir son petit empire de production de bois. Le but principal d'acheter des terres, au début, c'était la récolte de bois. Par rapport que le bois, dernièrement, dans les dernières années, le prix du bois il est bon. C'est quand même, c'est pas toujours comme ça, mais présentement, c'est bon. Ça fait que je voyais l'opportunité de rentabiliser les terres. Guillaume a débuté par l'achat de la terre familiale, puis de fil en aiguille, il a acheté une deuxième et une troisième terre et il en cherche encore d'autres pour grossir sa production. Ce fils d'agriculteur a de l'ambition. Mais débuter la production de bois ne se fait pas sans savoir et sans conseil. Pour bénéficier des mesures fiscales et des programmes d'aide à l'aménagement et à la mise en valeur de votre boisé privé, vous devez être officiellement reconnu comme producteur forestier. C'est le certificat de producteur forestier qui atteste cette reconnaissance. Pour pouvoir vous inscrire comme producteur forestier, vous devez être propriétaire d'une superficie forestière d'au moins 4 hectares, détenir un plan d'aménagement forestier confectionné sous la supervision d'un ingénieur forestier et être membre en règle d'un organisme de protection contre le feu si votre forêt a une superficie d'au moins 800 hectares. Une fois que l'on répond aux critères d'admissibilité, il faut obtenir son certificat de producteur forestier. La première chose à faire est de faire préparer le plan d'aménagement forestier de votre propriété par un conseiller forestier, regrouper les pièces à joindre au document d'aménagement forestier, transmettre votre plan d'aménagement forestier à un bureau d'enregistrement en y joignant les pièces nécessaires et les droits exigibles d'un peu moins de 25 $. Une fois votre demande validée et acceptée, vous recevrez par la poste un certificat de producteur forestier valide pour une période maximale de 10 ans. Si le côté bureaucratique est simple, c'en est tout autrement pour la planification et la gestion de la coupe de bois. Le premier réflexe à avoir est de bien s'entourer. Les associations forestières régionales sont là pour vous aider. Pour faire de la mise en marché du bois, il importe de bien connaître les règles de mise en marché des bois. Ça varie avec les régions du Québec. Ici en Beauce, pour ce qui est du bois à pâte, il y a ce qu'on appelle la mise en marché collective. Alors, c'est l'Association des propriétaires de boisiers de la Beauce qui gère le plan conjoint des producteurs de bois, qui gère de A à Z la mise en marché du bois à pâte. J'ai commencé à faire affaire avec l'Association des producteurs de boisés qui m'expliquait comment travailler ma forêt. Et puis aussi, j'ai rencontré un groupe, là, les ingénieurs, pas les ingénieurs, mais ceux-là qui effectuent les travaux forestiers. Et puis, je me suis bien adonné avec eux autres aussi, puis ils m'ont appris des choses. Et puis... Toi, ton but, c'était quoi quand tu as acheté des terres? Qu'est-ce que tu voulais faire avec? Je voulais me faire un fonds pour ma retraite, avoir des valeurs, puis je me suis rendu compte que les terres, ça prenait de la valeur avec le temps. En l'espace de 20 ans, les terres ont pratiquement doublé. J'espère qu'ils vont faire les mêmes choses dans le futur. Ça fait que je me dis qu'en investissant $1 sur une terre, j'en mets 2 de côté. Ça fait que dans la vie, il n'y a pas beaucoup de placements qui sont bons comme ça.
Donc, c'est ça qui m'a donné la go. Puis c'est ça, j'ai eu une vente quand même fructueuse, que j'ai fait un bon profit. Puis je me suis dit que j'étais capable de faire ça. Parce qu'en agriculture, on travaille fort, puis des fois, l'argent n'est pas là. Mais là, j'ai trouvé que j'avais fait de l'argent en me servant de ma tête, puis en utilisant des moments aussi stratégiques. Là, il y a eu la COVID qui a fait exploser la valeur des terres. Ça fait que ça m'a aidé à faire une bonne vente, qui a été un palier pour acheter la terre où on est aujourd'hui présentement. En allant voir l'Association des producteurs de boisés, Guillaume a rencontré les experts nécessaires pour la production de son plan d'aménagement forestier. Le plan d'aménagement est un document rédigé par un ingénieur forestier qui décrit la forêt et propose des aménagements à réaliser qui considèrent autant les besoins de la forêt, les principes d'aménagement durable que les objectifs du propriétaire. Ce plan contient le calcul de la surface terrière de chaque peuplement de votre boisé. Ce calcul est un indicateur de densité et de volume de bois dans une forêt en particulier. Il sert à déterminer si une forêt contient suffisamment de bois pour envisager une récolte. Il y a beaucoup de facteurs qui vont faire en sorte que tu vas retirer des revenus intéressants d'un lot boisé. Ça dépend de l'âge de ta forêt. Ça dépend des travaux d'aménagement qui ont été réalisés. Ensuite, ça dépend à qui tu vas confier les travaux si tu ne les fais pas toi-même. Alors, c'est un enjeu pour les propriétaires forestiers aujourd'hui de faire eux-mêmes leurs travaux. Moi, je suis le plan d'aménagement. Si le plan d'aménagement me dit de faire la coupe à blanc, je fais la coupe à blanc parce que quand ils disent ça, c'est parce que les arbres sont rendus au stade... Oui, mature, mais aussi, il y a l'arbre, il y a le gros arbre qui est beau. Mais le gros arbre qui est beau, là, en dessous, il y a de la vie qui attend pour repartir. Fait qu'une forêt, c'est comme un jardin. Ça prend une rotation. Quand ton plant de tomates ne produit plus de tomates puis qu'il grossit plus, c'est le temps de l'enlever pour que l'année prochaine, ton cycle il recommence avec un autre. C'est comme ça, les forêts. Pour cette forêt de pins, le plan d'aménagement forestier de Guillaume a produit une prescription sylvicole. C'est-à-dire que la recommandation des travaux à faire dans ce cas-ci est une récolte complète. C'est une excellente nouvelle car il va pouvoir en tirer des revenus en vendant le bois. Par contre, sortir le bois, comme on dit, n'est pas une mince tâche. Il faut encore une fois faire appel à des spécialistes. Ça prend l'ingénieur forestier en premier qui vient de dire comment faire. Ensuite, il y a le contracteur qui a une multi. Une multi, ça, c'est comme sur roue, sur chenille. C'est l'affaire qui a la grosse pince en avant qui coupe l'arbre, qui le met par terre. Puis ensuite, il y a soit un tracteur avec une chargeuse, nous, c'est comme ça qu'on le fait, ou il y a une machine qui appelle le porteur pour sortir l'arbre. Dans le fond, ça fait comme 3 personnes avant de pouvoir mettre du bois au chemin. Mais là, le bois, il est au chemin, il n'est pas au moulin. Là, ça prend le transporteur qui vient chercher le bois. Il y a certaines places que tu es payé au chemin, puis il y a d'autres places que tu es payé rendu au moulin. Fait qu'il y a des moulins qui te fournissent le transport. C'est beaucoup comme ça dans le bois franc, dans le déroulage. Le transport est fourni dans le prix que le moulin te donne. La coupe d'arbres est une activité réglementée par les MRC et les municipalités. Il n'est donc pas possible de réaliser légalement n'importe quelle activité dans une forêt, même si elle nous appartient. Étant responsables du développement de leur territoire, les MRC et les municipalités réglementent les activités forestières puisque celles-ci peuvent avoir des effets sur un territoire plus grand que la forêt elle-même, qu'il soit positif ou négatif. Les MRC et municipalités se doivent toutefois de respecter le droit de produire du propriétaire. Les MRC produisent un schéma d'aménagement qui guide le développement de la région et restreint les activités en attribuant des affectations. Puis, les municipalités ont le pouvoir d'appliquer des règlements plus restrictifs que la MRC en matière d'abattage des arbres. Il est donc important de s'informer auprès de sa municipalité avant d'entreprendre des travaux sylvicoles. Certains travaux pourraient exiger l'obtention d'un certificat d'autorisation. Un propriétaire doit fournir son plan d'aménagement justifiant chaque travaux. Oui, et ça prend de l'équipement. Ça prend de l'équipement. Du temps de la pitoune de 4 pieds, Robert, tu as sûrement entendu ça dans ton enfance, durant ton enfance. Du temps de la pitoune de 4 pieds, mais des morceaux de bois de 4 pieds, ça se manipule bien, à bras d'homme. Et ça a fait l'histoire de la Beauce au niveau forestier. La Beauce était une des grosses régions de production de bois de 4 pieds avec lequel on faisait la pâte à papier.
Maintenant, le marché a changé. Les procédés de fabrication du papier ont évolué avec le temps. Le marché du 4 pieds a été en déclin plusieurs années pour finalement, en 2018, s'éteindre, mourir de sa belle mort, comme on dit. Alors là, les propriétaires ont dû se réorienter davantage vers le boîtillage. Et le boîtillage, c'est des bio. Des bio, les plus petits ont 8 pieds. Donc, c'est 2 fois 4 pieds. Et encore, 8 pieds, ça se manipule avec une petite chargeuse, puis à force d'homme, ça peut aller. Mais dès qu'on tombe dans le 9, dans le 10, dans le 12, dans le 16, bien là, ça prend de l'équipement. Alors là, c'est un autre enjeu. C'est quand même un gros chantier parce que, outre la prescription, le plan d'aménagement, il faut rentrer en contact avec des contracteurs. Il y en a quand même plusieurs. Il faut trouver quelqu'un avec qui on s'entend bien aussi. Puis quelqu'un qui va respecter nos normes. Parce que certaines compagnies, mettons, ils vont couper la souche de l'arbre, mais ils vont laisser plus long. Puis moi, ça, c'est une entente que j'ai avec mon contracteur. Il me fait des souches basses. Ça fait qu'après ça, la forêt, il n'y a pas de grandes souches. Il fait attention à mes érables. Quand il déterre des érables, il fait attention. Ça fait que c'est des choses importantes. Puis moi, je suis chanceux. Le mien, il est renommé. On entend son nom sortir partout qui fait des bonnes jobs. Fait que j'ai été chanceux. Mon premier a été un des meilleurs. Il y a comme 3 classes. Il y a le bois mou, sapin, épinette. Il y a le pin fait partie de ça aussi. Ça va, c'est directement, ça va au moulin, ça fait de la planche, puis c'est ça. Moi, je m'occupe plus de ça. Il y a le bois de pâte qui appelle, lui, c'est ça. Ça va à un autre plat. Le prix est moins élevé parce que c'est du bois, on pourrait dire, un peu moins de gamme. Ensuite de ça, il y a le bois qu'on appelle de déroulage. Ça, c'est la crème. La crème, c'est le bois qui vaut cher. Ça, c'est lui que je vous disais que l'acheteur, il paye le transport. Quand on trompe une forêt avec de ce type-là, surtout du merisier, le merisier est beaucoup recherché pour le déroulage. Là. Ça, c'est le jackpot. Oui, là, on est content. Malheureusement, moi, j'en ai pas beaucoup sur mes terres, mais j'en cherche. À la question, Robert, est-ce qu'on peut se mettre riche avec un boisé? Ça dépend toujours de ce qu'on entend par se mettre riche, mais avoir une terre et ne serait-ce que l'entretenir modérément avec la valeur foncière qui va s'apprécier d'année en année, c'est déjà être riche. C'est déjà devenir riche. Ce qui était possible il y a 30 ans ou 40 ans ne l'est plus, c'est-à-dire payer son emprunt pour acheter sa terre et les taxes, essentiellement avec la vente de bois. Cette dynamique-là n'existe plus, en tout cas pas à l'échelle d'une petite propriété forestière. La base, c'est de s'entourer vraiment d'une bonne équipe, puis de m'avoir expliqué certaines choses. Exemple, une bonne comptable. Puis moi, je suis chanceux. Au financement aussi, la personne qui travaille au financement, avec le temps, c'est devenu un ami. C'est important parce qu'il m'explique de telle façon, comme... Mettons, je donne un exemple bien simple. Le prêt sur 10 ans ou sur 20 ans, le taux d'intérêt n'est pas le même. Fait qu'il s'occupe de moi côté financier. Ma comptable, elle me dit, bien, cette année, sort plus de bois, on a plus de dépenses. Ma comptable, elle m'aide à faire des choses justes puis pas payer d'impôts. Si j'ai pas besoin de revenus de bois cette année, mais que j'en sors pour 100 000 puis je le donne à l'impôt, c'est pas d'avance. Ça fait que c'est d'avoir une bonne équipe. Puis... faut que je parle aussi de ma conjointe qui me suit dans ça parce que c'est important. C'est important. Ben, c'est une carrière.